Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur le micro des gynécos, la chaîne podcast de la GOF, où nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau le docteur Samuel Salama, gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction, andrologue, sexologue et spécialiste en médecine esthétique génitale. Après avoir été interne à Paris et chef à Poissy, il a exercé en Nouvelle-Calédonie avant de revenir en France. Il travaille actuellement à l'hôpital américain où il mène une activité polyvalente. En 2014, il obtient un diplôme interuniversitaire de sexologie avec un mémoire sur les femmes fontaines et l'origine de la source, sujet de son entretien avec Léa aujourd'hui. Bonjour Docteur Salama. Bonjour Léa. On est heureux de vous retrouver de nouveau sur les ondes du micro des gynécos pour cette fois-ci parler des femmes fontaines. Alors Docteur Salama, c'est un mythe ou une légende la femme fontaine? Les femmes fontaines, c'est une réalité. Ça existe. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des preuves au travers tous les livres, tous les podcasts, tous les tutos YouTube, même des pièces de théâtre où Rufus jouait les jaillissantes. Et puis, on y a même des films dans lesquels on en parle, de l'eau tiède sous un pont rouge, ou les Caïras, où vraiment, c'est quelque chose qui est courant aujourd'hui dans la société. On en parle beaucoup et clairement, ça fait le buzz sur Internet. Vous tapez ce mot-là sur un moteur de recherche, il y a plein d'articles qui sortent, et puis c'est même une sous-spécialité dans l'univers du porno. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les femmes fontaines, c'est des femmes qui, durant le rapport sexuel, durant l'excitation sexuelle, vont émettre une grande quantité de liquide. Il ne faut pas confondre avec l'éjaculation féminine. Si vous faites la littérature scientifique là-dessus jusqu'en 2013-2014, c'était confondu. Éjaculation féminine, femme fontaine, c'était pareil. Or, les études qui ont été faites et celle qui a fait ma thèse de sexologie a montré que c'était vraiment deux choses distinctes et qu'il fallait différencier l'éjaculation d'un côté et de l'autre côté, les émissions fontaines. Mais alors, c'est quoi la différence? Alors, jusque dans les années 2013-2014, les deux étaient confondus. Dans la littérature, on parlait d'éjaculation féminine, de femme fontaine, c'était la même chose. Or, plusieurs études ont été faites, et notamment celle qui m'a servi pour la thèse de sexologie, ont montré qu'on avait bien deux choses qui étaient complètement distinctes. Si vous voulez, je vous raconte un petit peu l'étude qui a été mon mémoire. J'ai proposé à 7 femmes qui étaient fontaines systématiques de venir participer à une étude où on allait faire des études immunohistochimiques sur les urines et des échographies. Donc, je leur ai demandé tout d'abord en arrivant un questionnaire sur leur santé, sur leur vie sexuelle, sur leur expérience fontaine. Je leur ai demandé d'aller faire pipi, puis je leur ai fait une échographie pelvienne, puis elles se sont stimulées seules ou avec leur partenaire dans la salle d'examen, puis quand elles étaient à point, elles m'ont demandé de revenir, je leur ai refait une échographie, puis elles ont fait fontaine, j'ai récupéré le liquide des femmes fontaines, je mettais des sacs à sang pour les hémorragies de la délivrance, je mettais ça sur la table pour essayer de récupérer le liquide. Et puis, ensuite, je refaisais une échographie et je leur redemandais de faire pipi une deuxième fois. Donc, au total, j'avais 3 échographies, une à l'arrivée, une quand elles étaient à point et une quand elles avaient fait fontaine. J'avais 3 prélèvements biochimiques avec les urines avant, les urines après et le liquide fontaine. Qu'est-ce qu'on constate sur les échographies chez toutes les femmes? C'est que elles viennent de faire pipi, la vessie est vide. Elles sont excitées, la vessie est remplie. Elles ont fait fontaine, il n'y a plus rien dans la vessie. Au niveau immunohistochimique, on a 3 prélèvements qui sont quand même plutôt de couleur jaune. Et puis, quand on fait l'analyse à l'intérieur, on a de l'urée, de la créate, de l'acide urique. Et chez 5 femmes sur 7, on a du PSA, du prostatique spécifique antigène. Donc, le liquide des émissions fontaines vient de la vessie et a les mêmes composantes que l'urine. C'est de l'urine, en fait. Les émissions fontaines, ça peut aller jusqu'à 300 millilitres. Qu'est-ce qui, dans le pelvis d'une femme, peut émettre 300 millimètres en un coup? C'est la vessie.
Ce qui a été intéressant aussi de voir, c'est que chez 5 femmes sur 7, on avait du PSA. Mais chez 2 femmes sur 7, on n'avait pas de PSA. Donc il y a des femmes qui peuvent être fontaines sans utiliser leur prostate, puisque le PSA vient de la prostate féminine. Et on a bien donc 2 mécanismes distincts, les émissions fontaines qui viennent de la vessie, et d'un autre côté, l'éjaculation féminine qui vient de la prostate. Et donc ça, c'est Rubio Casillas qui l'avait montré chez une femme en mettant un cathétérisme dans la vessie et qui avait isolé les urines et a récupéré ce liquide d'éjaculation, et il a montré que ça fait moins d'1 millilitre et que ça contenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de PSA. Donc 2 mécanismes distincts, les émissions fontaines et de l'autre côté, l'éjaculation féminine qui vient de cette prostate. Et parmi les femmes fontaines, il y a différents types. Alors, il y a plusieurs types de femmes fontaines. Peut y avoir des jaillissantes et des ruisselantes. Donc ça, c'est Pierre Desvaux qui avait évoqué cette théorie. Il peut y en avoir où ça va juste couler en flaque, et puis d'autres où ça va vraiment, vraiment partir en jet. Donc ça, c'est d'un point de vue mécanisme de sortie. Et puis, il y a une autre théorie qu'on a un peu mis en place, qui est les dépendantes et les autonomes. Il va y avoir les femmes fontaines qui vont être dépendantes de la pression digitale de leur partenaire sur la paroi antérieure du vagin, sur ce qu'on appelle le 10.G, qui est le complexe clitorido-urétro-prostato-vaginal. La rencontre du clitoris qui fait 8 à 12 cm en arche, l'urètre en dessous, la prostate tout autour, et sur cette paroi antérieure, on appuie dessus, et c'est ce qu'a Diego appelé le point G, la trigger zone, la zone gâchette. En appuyant sur cette zone, ça va déclencher beaucoup de plaisir, beaucoup de volupté, pas forcément un orgasme, et ça fait une manœuvre mécanique sur une vessie qui est pleine, et ça va émettre du liquide. Donc, l'écoulement de liquide chez les femmes fontaines dépendantes, c'est un effet collatéral. Puisque si on continue à le faire une fois que la vessie est vide, on continue à avoir le plaisir. Si on le fait quand la vessie est vide, il y a du plaisir, mais il n'y a pas d'écoulement. Donc, ces émissions fontaines dépendantes, c'est toutes les femmes qui sont capables de le faire. C'est toutes les femmes qui sont capables de l'avoir à partir du moment où elles sont capables de lâcher prise, qu'elles ont la vessie qui est pleine et qu'elles ont un partenaire qui sait où aller appuyer, on est capable de déclencher cette volupté. L'autre mécanisme, c'est les femmes fontaines autonomes. Les femmes fontaines autonomes, le mécanisme, il n'est pas local, il est dans la tête. C'est des femmes qui vont être capables d'émettre du liquide à partir du moment où elles ont un orgasme, que ce soit un orgasme clitoridien, que ce soit un orgasme par la pénétration vaginale, que ce soit par la pénétration anale, que ce soit avec la stimulation des tétons. À partir du moment où elles ont un orgasme, où elles lâchent prise pour avoir un orgasme, le liquide va sortir. Comment ça marche? Au niveau cérébral, dans l'aire dans l'aire préfrontale, on a la zone du pandiraton. Cette zone, pour pouvoir orgasmer, la femme doit la débrancher, la déconnecter. Si elle n'arrive pas à faire cette inhibition de la zone, elle ne peut pas jouer. Juste à côté, il y a la zone du contrôle sociétal de la miction. Depuis que vous êtes petite, on vous a expliqué que vous ne pouvez pas faire pipi n'importe où et qu'il fallait trouver un endroit propre, discret, décent, à l'abri des regards pour pouvoir faire pipi. Et donc, en fait, en débranchant la zone de l'orgasme, la zone du candidaton, en lâchant prise, elle désinhibe aussi la zone du contrôle de la miction. Et si la vessie est pleine, on a une contraction très puissante du détrusor et on a une émission liquidienne qui va sortir. Les femmes fontaines dépendantes, ça va sortir vraiment en traite. On va aller appuyer dessus, il va y avoir des petits jets. L'émission fontaine des femmes autonomes, ça va vraiment partir en grand jet, avec une grosse contraction du détrusor. Donc c'est vraiment 2 mécanismes différents. Celles qui sont dépendantes, c'est pas forcément orgasmique. Pour beaucoup, ça reste plaisant. Mais il n'y a pas forcément d'orgasme, il y a beaucoup de volonté et il y a un plaisir différent de ce qu'elles connaissent d'habitude. Pour celles chez qui c'est autonome, c'est forcément toujours corrélé à un orgasme. Et alors, quel est le vécu de ces femmes? En fait, il y avait assez peu d'études sur le sujet, il y avait des petites études. Il y a un de mes étudiants, Nicolas Cesson, qui avait fait une très belle étude sur plus de 3000 femmes en France. Et là, il y a une étude qui a été publiée en mai 2024 avec une population représentante de la population américaine, plus de 3000 femmes qui ont accepté de répondre, qui a été publiée dans le Journal of Sexual Medicine et qui montre que 41,4% des femmes ont déjà eu des émissions liquidiennes. Alors déjà, la définition n'est pas évidente, mais
elles ont déjà eu l'expérience d'avoir émis beaucoup de liquide. Pour 39%, c'est 1 à 2 fois, mais pour 28%, c'est plus de 10 fois. Donc, c'est assez régulier. Et donc, ça représente plus de 11% de la population féminine générale. Pour 58%, elles trouvent ça plutôt plaisant, mais c'est déplaisant pour 14% d'entre elles. C'est associé à l'orgasme, comme je vous l'ai dit, que pour 19%. Donc, c'est pas systématiquement associé à l'orgasme. C'est pas émission Fontaine égale orgasme. Non, c'est pas en systématique. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, et ça reprend la même idée qu'avait publiée Caroline Le Saffre en 2011 dans son mémoire de sexo, où elle avait interrogé des femmes fontaines et des hommes ayant connu plusieurs femmes fontaines. En tout cas, tous disent qu'il faut une technique spécifique. Qu'il y a une technique spécifique pour pouvoir émettre ce liquide. Et en tout cas, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que pour une femme sur deux, ça avait été une découverte accidentelle avec le partenaire. Il s'y attendait pas et ça a coulé. Et ce qui est très important pour le vécu des femmes, c'est la réaction du partenaire. Si le partenaire dit « Oh, mais c'est génial, t'es fontaine et tout, oh, c'est top et tout », elle va avoir un bon vécu. Et si le mec, il a une réaction négative en disant « Ah non, mais c'est quoi ça? Attends, mais qu'est-ce que c'est ?» Voilà, elle va être traumatisée, elle va être bloquée et elle va pas savoir comment réagir pour les prochaines fois. Et donc, ça va lui poser problème. Et alors, quels conseils vous pouvez leur donner à ces patientes qui sont fontaines? Eh ben, celles qui sont fontaines et qui sont contentes de l'être, faut juste leur donner des informations sur l'origine de la source, parce que bien souvent, elles s'interrogent. Et je pense qu'il faut être honnête. Pendant des années, ça a été couvert d'un flou artistique. Il y a une femme qui s'appelait Deborah Sundell qui faisait le tour du monde pour apprendre aux femmes à devenir fontaines, mais elle leur disait jamais l'origine de la source. Là, aujourd'hui, c'est clairement établi, donc il faut être honnête. Après, faut aussi leur expliquer que être femme fontaine, c'est 300 millilitres, que 300 millilitres dans les draps, on peut pas dormir après dedans, donc ça s'organise, qu'il faut une certaine logistique autour de ça. Ça peut être bien, si elles le sont régulièrement et que ça leur plaît, de prévenir le partenaire en amont pour qu'il ne soit pas surpris et que ça fasse partie vraiment, encore une fois, de l'information sexuelle qu'on peut partager dans le consentement. Et puis, si elles ont envie de le découvrir, c'est d'expérimenter, mais sans se mettre la pression autour de ça. Il y a des femmes qui ont des sexualités très, très, très épanouies sans être fontaine. C'est pas parce qu'on est fontaine qu'on a une sexualité meilleure, que c'est pas obligatoire à tous les rapports sexuels. Donc, non, voilà, c'est pas une obligation. Celles qui sont fontaines et que ça dérange, maintenant qu'elles ont compris la physiologie, il faut aller faire pipi. Il y a un truc qui n'a pas été exploré dans la physiologie de la sexualité, c'est le rein sexuel. Master et Johnson ont bien décrit toute la physiologie de l'excitation sexuelle avec la tachycardie, la polypnée, l'augmentation de la tension artérielle, etc. Mais personne n'a vraiment étudié la fonction du rein pendant le rapport sexuel. On sait que pendant le rapport sexuel, il y a un afflux de sang dans le petit bassin et probablement il y a une hyperproduction rénale. L'idée, elle est même sans être fontaine. Vous allez faire pipi avant un rapport sexuel, vous avez une heure d'excitation sexuelle, vous allez refaire pipi après, vous faites une miction complète. Or, vous n'allez pas faire pipi toutes les heures dans la journée. Donc, l'excitation sexuelle entraîne certainement une hyperproduction au niveau rénal. C'est peut-être aussi pour ça que Gary Schubach, qui avait été un des premiers à émettre l'hypothèse que c'était quelque chose qui venait de la vessie, avait dit c'est de l'urine diluée. Et en fait, il l'a comparé à l'urine du matin. Et donc, en fait, c'est juste l'émission fontaine, c'est l'émission de ce qui est stocké dans la vessie. Donc, pour les femmes que ça gêne, allez faire pipi avant le rapport sexuel et surtout, retournez-y pendant le rapport sexuel parce que la vessie se remplit très, 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 très vite. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions et de nous avoir donné l'origine de la source. Et on pourra encore mieux conseiller nos patientes et en connaissant nous-mêmes tous ces détails. Merci beaucoup. De rien, Léa. Et puis à bientôt. À bientôt, Dr Salama. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.